Qu'est-ce qu'est la Magueur, l'épisode 35. Bienvenue sur la RTS. Quoi, non? C'est pas ça? Non, Fred, il fait trop chaud, je crois que tu es en train de perdre la tête. Par contre, oui, on va parler de la loi sur la radio et la télévision. Le 14 juin prochain, vous êtes appelés à voter sur la question suivante. Accepterez-vous, oui ou non, de remplacer la redevance de réception actuelle, qui est liée à la possession d'un appareil, par une redevance générale? Alors, on doit dire qu'on lit beaucoup à ce sujet dans les médias, qu'on pourrait même dire qu'il y a une lutte fratricide au sein de ces mêmes médias, qu'on remet parfois en cause le service public. Alors nous, ici, dans Qu'est-ce qu'est la Magueur, nous les citoyens, eh bien, on a envie de comprendre de quoi il s'agit et sur quoi on va voter. Pour en parler, Manon Romério, directrice de la communication à la RTS, Alain Janet, rédacteur en chef de l'Hebdo, Olivier Français, qui est conseiller national et également municipal à la ville de Lausanne, et enfin Patrick Mock, qui lui est secrétaire patronal, centre patronal, le sommaire en images. Sommaire! Fred, tu penses quoi du débat sur la redevance? M'en fous, j'ai pas la télé. Oui, mais tu bosses à la télé, je te rappelle. Ah, et on a une redevance? Bah non, justement, on n'est pas étatique. Et t'as quoi? Bref, tu sais, le débat sur la télévision publique. Ah, la poule aux œufs d'or, Jean-Marc Richard, tout ça? Si tu veux. On va moins payer. On va surtout tous payer. Ouais, enfin, pas tout à fait tous, hein. C'est vrai, c'est compliqué. Tu vas voter quoi le 14 juin, toi? Je sais pas, on verra après l'émission. L'émission... Fred, tu présentes le talk aussi, je te rappelle. Ah oui, la télévision. Au sommaire aussi ce soir, notre micro pas trottoir. Le talk show complètement dérangé de Robin et Pablo. Sarah Chardonnant est notre invitée culturelle. Elle a fait vroom vroom sur une moto toute seule en série. Elle le raconte dans un livre. Et l'indestructible Quentin Mouron qui est au pied de la lettre. Je trouve que la télévision est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce à côté et je lis. Qui a dit ça? Vous avez 1 minute pour trouver l'auteur. Je peux vous aider, hein? Quelqu'un qui aime la télévision, apparemment. Encore un monsieur mort. Un monsieur mort. Il est américain. Oh. Il est connu pour faire partie d'une bande de frères au cinéma. Groucho Marx. Voilà, bravo. Ah, voilà, merci. C'est bien quand on trouve, hein, ça donne toujours une bonne ça fait ambiance. plaisir. Alors, on est là donc pour parler de cette notion de redevance et peut-être qu'avant de commencer à entrer sur le détail de cette modification de la loi, je vous propose d'écouter ce que Bertil Cottier, qui est professeur à l'université suisse italienne, nous a dit à propos de cette redevance. Aujourd'hui, on peut recevoir des programmes avec tout autre type d'appareil. Et on a tous ces appareils qu'on appelle multifonctionnels, c'est-à-dire un ordinateur, une tablette, un smartphone. Donc, la manière de consommer la télévision a changé radicalement. Et de moins en moins, d'ailleurs, de personnes regardent la télévision sur le fameux récepteur. Et il s'est posé la question de savoir, mais ces personnes sont-elles aussi assujetties, oui ou non? On a déjà décidé que les multifonctionnels seront assujettis jusqu'à un certain point de qualité comparable de réception des programmes. Mais ça crée des conflits, ça crée des discussions pour savoir si cet appareil, oui ou non. Donc, ça encombre le tribunal administratif fédéral qui reçoit 40 recours par année de gens qui disent « moi, je ne suis pas assujetti », etc. Ça crée une certaine incertitude. Alors, et puis ça donne lieu aussi pour les rescrieurs, il y en a passablement qui ne s'annoncent pas parce qu'ils profitent de cette espèce d'incertitude juridique. Alors on en est arrivé au point de se dire peut-être qu'il faudrait changer de système pour éviter tous ces conflits, ces recours et d'avoir un autre système. Reste à trouver le bon système. Alors, le bon système, on peut discuter, mais celui qui a été finalement retenu par le législateur, c'est de dire qu'on abandonne cette incertitude sur « je détiens un appareil, oui ou non », et on passe à un système qui est par ménage. Et puis, ça sera finalement ce système-là qui va prévaloir. C'est beaucoup plus objectif. Alors oui, parce qu'il reste une petite frange, mais très petite, de population qui sont, comment est-ce qu'il faudrait dire, des ermites de la communication électronique qui ne veulent rien en savoir des appareils de télévision et des appareils de radio. Ceux-là vont passer à la caisse. Oui.
c'est pas énorme, hein, c'est pas tellement ça. C'est plutôt sur le fait qu'on va pouvoir épargner sur les frais de contrôle qui va ramener plus d'argent et permettre de baisser. Alors, le Conseil fédéral a fait des estimations que ça baisserait quelques dizaines de francs. On verra. Hein. Alors, Olivier Français, on parle du législateur. Vous avez siégé au sein de cette commission des transports qui s'est penchée sur la question de cette modification de la loi. Alors, expliquez-nous pourquoi, dans le fond, on a d'abord examiné la question de la redevance et de la modification de la LRTV, et en 2016, on a parlé du service public. Puisque tout ça fait partie de la même loi, pourquoi est-ce qu'on a saucissonné, dans le fond, les deux? Alors, l'information et le travail de la SSR, c'est un service public, certes, mais le service public, ça ne s'arrête pas à la radio et télévision. C'est aussi la Poste, c'est aussi Swisscom, enfin la télécommunication, c'est beaucoup plus large comme débat. En 2011, la commission des transports et des télécommunications a demandé au Conseil fédéral de revoir la loi pour les arguments qui ont été donnés par Maître Cottier. Bref, elle n'était pas adaptée aux usages, et aussi administrativement, il y a des charges qui sont très très lourdes, puisqu'on demande à une société de service qui s'appelle BILAG, hein, c'est un mandat qui a été donné par le Conseil fédéral à une société de service, d'aller chercher la redevance telle qu'elle est inscrite dans la loi, c'est-à-dire auprès des ménages. Alors, auprès des ménages, c'est-à-dire que les ménages peuvent être taxés aujourd'hui d'après la loi 2 fois. S'ils ont une propriété secondaire, ils sont taxés 2 fois, donc pour chaque fois de la propriété. Donc, on simplifie la chose. Et puis, pour les entreprises qui sont assujetties à la TVA, dans lequel on a mis un seuil. En dessous de 500 000 francs de chiffre d'affaires déclaré à TVA, c'est gratuit. Jusqu'à 1 million, c'est 400 francs. Et après, c'est proportionnel au chiffre d'affaires. Et donc, c'est une méthode de perception qui est beaucoup plus simple, qui va diminuer plus que sensiblement les charges administratives, et surtout elle ne sera pas incisive. Aujourd'hui, la société BILAG, qui est une société comme de droit privé, peut intervenir chez vous pour faire des contrôles. Si vous n'avez pas envie de répondre, ne répondez pas. Conséquence, il y a plus de 85% des entreprises qui aujourd'hui ne payent pas la redevance, alors même qu'elles devraient la payer. Donc il y a un manque à gagner relativement important, et une odeur administrative qui est aussi très importante et qu'on veut simplifier. Alors, vous pouvez comprendre cet argument où on dit finalement on a signé un blanc-seing. On va récolter de l'argent, on aura plus d'argent pour la redevance, mais on ne sait pas finalement à quoi cet argent va être affecté, puisqu'on va définir le service public en 2016. Non, les missions sont très clairement établies. Pour la radio, on va appeler la SSR ou la RTS, c'est clairement établi, au même titre que les radios et télévisions qui ont la possibilité d'être aidées par cette redevance. Maintenant, il y a un paquet financier global. Si par hasard, il y avait plus de recettes, alors il y a une diminution de la redevance, c'est une décision du Conseil fédéral. Et si par hasard il y a des besoins technologiques importants qui nécessitent des investissements, voire une transmission de l'information avec des nouvelles technologies, dans lesquelles il pourrait y avoir une variable de cette revente. D'ailleurs, il y a eu des augmentations de la redevance que pour ces cas-là. Diffusion différente avec les nouveaux moyens technologiques, et puis de même pour les outils nécessaires pour remplir la mission qui est inscrite dans la Constitution. Je rappelle, hein, elle a 3 missions, l'information, éduquer et divertir. Voilà, c'est 3 missions. Alain Janet, le fait qu'on ait saucissonné un peu les deux aspects, c'est quelque chose qui vous a heurté? Ah ouais, je trouve ça absolument absurde. On met vraiment la charrue avant les bœufs. On devrait parler justement de ce que recouvre aujourd'hui la mission de service public. C'est pas quelque chose qui est absolument clair. D'ailleurs, c'est la SSR elle-même qui définit ce que recouvre cette mission de service public. Donc divertissement, information... Voilà, on devrait discuter des programmes, de ce que l'auditeur ou le téléspectateur entend ou voit à l'écran, avant de parler des moyens, c'est-à-dire du financement. Et là, je dois dire que chaque fois que la conseillère fédérale Doris Leuthard, qui a quand même décidé, c'est le Conseil fédéral et le Parlement qui ont décidé d'agencer des choses comme cela, prend la parole, moi, ça me renforce au fond dans mon opposition à cette révision de la loi, parce que je dis non, c'est des questions techniques, c'est des questions de financement, on parlera du fond plus tard. Moi, je pense qu'il faut d'abord parler du fond, il faut d'abord parler aussi de la fantastique transformation du marché des médias, et puis après, parler du financement, et puis quand même parler, alors là, on est plutôt sur une question de principe, de ce qui est une nouvelle taxe, un nouvel impôt, en quelque sorte, taxe, impôt, mais auquel absolument tout le monde est soumis. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose, l'impôt, la taxe, qui mériterait un assez vaste débat. Alors ça, Patrick Mox, c'est précisément le point
que vous contestez le fait que d'une redevance qui était liée à la possession d'un appareil de diffusion, on passe à une taxe générale. Tous les ménages y sont soumis. Exactement. Donc au départ, effectivement, la taxe était liée à la réception, donc à la possession d'un appareil pouvant recevoir ces émissions. Et maintenant, chacun devra payer la taxe. Et donc, d'une taxe causale, on arrive à un impôt universel. Et là, à ce niveau-là, au niveau du droit, il y a des choses qui n'ont pas été respectées. Il faut savoir que, premièrement, lorsqu'on parle d'un impôt, il y a lieu de mettre sa quotité dans une loi fédérale, loi il y a un contrôle parlementaire, voire un contrôle par le peuple, si on veut augmenter ou diminuer la quotité. On parle de 400 francs, il faut savoir que ce chiffre-là n'est pas inscrit dans la loi. La loi dit simplement que le Conseil fédéral fixera la quotité de la redevance, de l'impôt. Il fixera également à partir de quel chiffre d'affaires les entreprises seront assujetties. Donc, avec ce projet-là, on donne au Conseil fédéral les pleins pouvoirs de faire comme il veut, alors que pour un impôt, il doit respecter le droit. Et il y a par exemple un principe constitutionnel qui dit que pour un impôt, c'est en fonction de la capacité contributive financière du contribuable. Or là, on dit que c'est 400 francs ou voire plus, on verra ce qui sera décidé dans l'ordonnance, mais pour tout le monde, alors que voilà, on gagne 3 500 francs, on paie 400 francs, on gagne 20 000 francs, on paie 400 francs. Un recours envisageable si la loi passe ? Tout à fait, oui. Non mais, enfin, je suis très étonné des propos que je viens d'entendre d'un juriste qui confond impôt et taxe. On parle d'une taxe, ça a été d'ailleurs déterminé par le tribunal fédéral. Très clairement que c'est une taxe. Ah non, le tribunal fédéral n'a pas dit ça. C'est une redevance qui touche toute la population et ce n'est pas un impôt. L'impôt, c'est la définition que vous avez donnée. La taxe, c'est que toute personne est assujettie à la taxe. Non, voilà, c'est faux. La taxe, c'est en fonction écoutez, permettez-moi de donner mon argumentaire. L'argumentaire tel qu'il est développé dans la loi, c'est que tous les ménages, j'insiste bien, tous les ménages et toutes les entreprises sont affectés par la redevance. Il y a des mesures d'exception, donc c'est l'équivalent d'une taxe et puis on peut jouer sur les mots. Non, c'est l'équivalent d'un impôt à partir du moment. Non, c'est pas un impôt. Mais non, un impôt, au moment de la il est révision proportionnel. de la loi, il y a eu plusieurs systèmes qui ont été envisagés. L'augmentation de l'impôt que l'on paye, ou la possibilité aujourd'hui, c'est une redevance, ça reste une redevance. D'élargir aujourd'hui, c'est une redevance et ça reste une redevance. Et maintenant, on va peut-être recentrer le débat. Aujourd'hui, il y a des gens qui doivent payer une redevance, ils ne la payent pas. Ça faut être très clair, c'est ça qui se passe. Il y a 85% des entreprises qui aujourd'hui ne remplissent pas la CROUSI de l'État fédéral pour assumer sa tâche pour la radio publique et pour les entreprises qui respectent les conditions cadres pour avoir un subventionnement. Voilà, ça c'est des faits. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une modification structurelle et uniquement structurelle. En ce qui concerne les moyens qui sont alloués à ces différents partenaires, ils sont clairement définis et il n'y a strictement rien qui change aujourd'hui. Ça n'a d'ailleurs jamais été contesté. Il a fallu que le débat vienne pour que j'entende des sottises comme j'entends maintenant. Il faut peut-être repenser le fond avant de penser la problématique de la forme. Ce qui est sûr, c'est que tous les jours, le citoyen lambda peut avoir une personne qui rentre chez lui pour voir s'il fait juste. D'accord ? Donc cette police-là, telle qu'elle existe, et j'ose penser comme dans un système libéral, on demande à ce qu'il y ait moins de police et moins de flicage chez les uns comme les autres, donc on fait un système très simple pour alors, les uns justement, est-ce qu'on ne peut pas autres. dire que précisément, s'il y a un flicage qui doit être fait, c'est parce que les habitudes de consommation ont changé, que le système de la loi est désuet, parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus payer. Lorsqu'on consomme, on peut télécharger gratuitement, et c'est légal, du contenu et qu'on a tendance à ne plus vouloir payer de la vidéo parce qu'on envoie à profusion sur YouTube, sur les sites de diffusion de contenu. Oui, vous avez le droit de prendre TV Blocher demain, puis TV Français demain, il n'y a pas de problème. Mais alors, est-ce que justement les gens ne veulent plus payer ? La notion même du service public, c'est d'avoir une information qui est diffusée pour tout le monde et à caractère national, et dans les régions sur lesquelles il y a peu de possibilités de diffusion, à ce qu'on aide justement les diffuseurs. C'est la base fondamentale de ce service tel qu'il est proposé mais vous à la pouvez population. comprendre Et c'est ce qui reste. Que le peuple puisse faire l'amalgame. Alors les opposants à la loi que nous avons décidée, d'accord, font tout pour détourner le débat. J'entends sur la notion de service public, j'entends aussi sur mettre la confusion entre l'impôt et la taxe. Par rapport au système actuel, il n'y a rien de changé. C'est une simplification structurelle de la redevance, qui est un avantage indéniable pour tous, parce qu'on n'aura pas une société anonyme qui viendra voir chez vous ce qui se passe, bien au contraire, et ça sera encore meilleur marché pour les citoyens. Donc c'est un avantage indéniable pour les uns et pour les autres. Après, le débat sur les services publics, il ne s'arrête pas à la SSR, voire même à l'information. Il est beaucoup plus vaste, ce débat. Et ce débat, il va prendre du temps. Mais en attendant, on va continuer avec un système qui ne fonctionne pas. Olivier Français, moi je vous propose d'aller voir dans notre petit panel ce que pensent les gens de cette redevance et de cette loi. C'est notre micro pas trottoir.
J'ai pas de télé, enfin je la paye pas, donc... Ça me dérange pas. Assez, sachant que les abonnements sont déjà assez chers pour payer des trucs qu'on n'utilise pas forcément. Quand même un peu, je suis pas du style à écouter de la radio, donc ça me dérange un peu de payer pour la radio. Un petit peu, parce que c'est vrai qu'avec Internet, maintenant on peut avoir la radio, on va dire, entre guillemets, gratuitement. Ce genre de loisirs, on devrait ne pas les payer. Non, parce que déjà j'ai beaucoup d'amis qui travaillent à la télévision, donc je pense que c'est bien pour eux. Je me dis que tout le monde doit gagner de l'argent d'une façon ou d'une autre. Enfin, c'est bien pour la télévision publique. Pourquoi donner gratuitement aux gens qu'on peut leur faire payer un peu? Moi, je trouve qu'elle est un peu chère. Ça veut dire que par rapport à les émissions qu'on donne en Suisse, On pourrait minimiser un petit peu les dépenses. Quand je dis que la télé, la radio, tout ça, je m'en fiche un peu. on paye un peu trop. Après, c'est un peu comme tout, on paye un peu toujours tout. Puis voilà, c'est comme ça. Alors, Jeannet, vous voulez réagir? Non, je crois qu'on peut discuter du service public secteur par secteur. Les médias, ce n'est pas tout à fait l'électricité. Et je pense que c'est l'occasion. Personnellement, moi, je ne suis pas contre le service public, et en particulier pas contre la SSR. Mais c'est l'occasion, au moment où le monde des médias est en pleine transformation, où on décide de garantir, grâce à la redevance, une source de financement, 1,2 milliard, hein, c'est le montant actuel, boum, qui tombe comme ça, au mois de janvier, chaque année, de discuter, au fond, voilà, le monde a changé. Est-ce que l'entreprise, qui a une situation de monopole, la SSR, fait bien son travail de service public? Est-ce que cette entreprise, qui est une grande entreprise, s'est adaptée? Est-ce qu'elle a fait les réformes nécessaires? Et une fois de plus, moi je ne suis pas contre le service public, mais il faut se poser la question. Est-ce qu'elle a fait son travail de réforme et d'adaptation avant de signer quand même un principe, un blanc-seing, d'ancrer ça dans la loi, de ce 1,2 milliard qui tombe chaque année, alors que, et on y viendra peut-être plus tard, c'est vrai que le reste du paysage médiatique, notamment les médias privés, la presse, elle, est touchée de plein fouet par ces mutations et doit affronter ces mutations avec beaucoup moins de moyens, sans aucune garantie. Il y a une asymétrie de moyens dont il est important de discuter. Alors, Madame Romerio, au niveau de la SSR, est-ce qu'il y aura plus de moyens? Parce qu'on entend dire que finalement ça ne change rien, que la loi soit acceptée ou pas, enfin la modification soit acceptée. Qu'en est-il? Alors, pour la SSR, ça ne change rien. La SSR ne touchera pas 1 centime de plus grâce à cette nouvelle loi. Les gagnants sont les ménages qui payeront moins, ce sont les entreprises à la grande majorité qui payeront rien ou presque rien, et c'est surtout les radios et les télévisions locales de proximité concessionnées qui, elles, vont recevoir jusqu'à 27 millions de francs en plus. Mais donc, pourquoi il y a autant de virulence dans le fond? Puisque si ça ne change rien pour vous, on sait qu'il y a une position assez virulente de la part de la SSR contre les attaques. Alors c'est bien évidemment pour se défendre, mais si ça ne change rien. Il n'y a pas une position virulente de la SSR. Il se trouve qu'il y a 3 fronts d'opposition qui, pour des raisons différentes, qui n'ont pas de lien entre elles, font pression sur la même loi avec des raisons complètement différentes. Il y a tout d'abord l'USAM, qui, pour 16% des entreprises, n'est pas d'accord avec cette nouvelle loi. Il y a certains partis dont l'idéologie veut qu'elle affaiblisse le service public de manière générale. Et puis, il y a la presse écrite qui pense qu'elle se porterait mieux si la SSR se portait plus mal. Et il y a les gens aussi qui se demandent, qui profitent de cette discussion pour se dire, est-ce que les programmes qu'on nous montre valent vraiment cet impôt ou cette taxe? Alors ça, on peut tout à fait discuter de ça, mais en effet, ce n'est pas le lieu de la votation. Aujourd'hui, il y a une grande confusion parce qu'il y a ces 3 pôles qui chacun soulèvent des questions complètement différentes, mais qui n'ont pas trait à cette votation. Mais au fond, est-ce que vous ne trouvez pas normal que quand on a enfin la possibilité de s'exprimer, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de votation, on a l'impression que cette tour de verre, elle est un tout petit peu inatteignable pour les gens, pour la concurrence aussi. Puis là, on en profite justement, parce qu'on en parle pour une histoire de redevance, on en profite pour dire tout ce qu'on a à dire, en fait, que ce soit les gens, que les entreprises, que les médias privés. Est-ce que ce n'est pas justement ça? On en profite juste? Mais le débat va avoir lieu, il est programmé l'année prochaine. Le fait que la redevance change de système et de mécanique de perception de la redevance,
c'est une chose. Et c'est là-dessus que le public va voter. Il va voter pour le fait qu'aujourd'hui, la consommation des médias étant universelle et pas seulement liée à un poste de radio et de télévision, eh bien, pratiquement tout le monde est soumis à la redevance. Mais l'année prochaine, le débat sur le service public va avoir lieu et c'est là que toutes les discussions dont vous parlez, Fred, pourra se tenir et nous sommes prêts à en discuter. Au contraire, c'est notre rôle. Nous avons un devoir vis-à-vis de l'ensemble de la population et c'est à eux que nous devons rendre des comptes. Alors moi, en tout cas, je suis en train de regarder la RTS en live et puis Major Crimes, une série américaine, ne m'a pas donné encore la solution. L'énigme, le résultat de l'énigme. Et je l'ai vu il y a 2 jours sur une autre chaîne en anglais. Alors, à propos des séries américaines, j'aimerais juste que les gens se fassent une petite idée précise des choses. Les séries américaines à la RTS, c'est 2% du budget total de la RTS. Donc, ces séries américaines nous aident pendant des moments de la journée où nous ne pouvons pas proposer des productions propres, mais elles coûtent 2% la du budget. Et de rediffusion. Oui, alors, mais nous rediffusons aussi déjà. Le malheur, c'est que nous sommes dans un pays très petit. Il faut juste que vous vous rendiez compte que la Suisse romande, c'est l'équivalent d'un quartier de Paris. Ça veut dire que nous, qui avons des téléspectateurs qui regardent à 70% des chaînes étrangères, eh bien, notre concurrence, elle est étrangère. Et si on veut avoir une idée de comment on doit se battre, nous ne sommes pas du tout un mammouth, nous sommes un David face à de multiples Goliaths. Et en l'occurrence, France Télévisions et Radio France dépensent en un mois ce que nous dépensons en une année. Ça vous donne juste une toute petite idée. M6, qui n'a qu'un média et qu'une langue, a le même budget que l'ensemble de la SSR qui produit en 4 langues et sur la radio et la télévision. Alors, Alain Janet. Bon, d'abord, moi, je me reconnais dans aucune des 3 catégories, ni l'USAM, ni... les entreprises ni la presse qui aimerait démonter les services publics, ni le représentant d'une presse qui se dit « Oh, si la SSR va moins bien, ça ira mieux ». Pas du tout. Pas du tout. Simplement, je pense que Mme Leuthard avait ficelé un paquet assez malin. Elle croyait d'ailleurs que ça allait passer comme une lettre à la poste, où on donnait des gages, au fond, aux téléspectateurs. La redevance baisse. Aux chaînes locales, on augmente un petit peu leur participation à la redevance et à d'autres encore. Simplement, pourquoi, au fond, cette levée de bouclier ? Parce qu'on a pris les gens un peu pour des idiots, justement, en essayant de mettre la charrue avant les bœufs. Tout le monde a bien compris que le monde a changé. Tout le monde a bien compris que la SSR, qui a des garanties financières phénoménales, une situation de monopole, un confort. Je ne suis pas du tout, quand vous dites David contre Goliath, on est David, c'est un peu... Mais quelles sont les chaînes que vous regardez à part la RTS ? Vous faites doucement sourire. BQS TV. D'accord. Je vous encourage, excusez-moi, vous me faites doucement sourire. Je connais assez les moyens et les forces et les capacités de production de la SSR. Oui, mais face à qui ? Pour pouvoir dire, disons de manière assez documentée, que vous n'êtes en tout cas pas un David. Voilà. Donc je pense que le moment est 12 fois moins de moyens. Est absolument idéal pour parler du fond. Alors, on le fera en 2016. Oui, mais on a voulu organiser. Oui, alors donner le blanc-seing et après on discute du fond. On espère que les politiciens vont en tenir compte. Et si vous voulez, après il y a d'autres, on y viendra peut-être après, Exactement. il y a d'autres grandes questions. Il y a 2016, le débat sur la SSR au Parlement. Et puis en 2019, et là on est dans des questions presque plus importantes encore, il y a la renégociation des concessions, notamment celles des chaînes locales, qui peut-être, et là, moi je me réjouis que des chaînes locales fassent aussi un travail de service public. On redéfinira les concessions de ces chaînes locales. Elles auront peut-être plus de moyens, mais aussi peut-être un bassin d'audience redéfini. Donc, des chances de vraiment proposer une alternative et concurrencer la SSR, parce que quand on a défini, par exemple, le bassin d'audience de la télé Vaud-Fribourg, je veux dire, Moritz Leuenberger, l'Office fédéral de la communication, a tout fait pour couper les ailes de ces chaînes locales.
au départ. Alain Jeannet, moi j'ai une question maintenant en ce qui concerne donc la SSR et le marché publicitaire privé. Parce qu'on sait qu'il y a la redevance et qu'il y a une partie des recettes de la SSR qui proviennent du marché publicitaire. Doit-on considérer que du fait de la manne publique, qui donne une certaine position dominante à la SSR, finalement la concurrence ne se joue pas sur le marché publicitaire et qu'ils sont déjà avantagés lorsqu'il s'agit d'aller chercher de l'argent dans le privé? Je pense que c'est un modèle dont on pourrait discuter. C'est effectivement un modèle où le gros de la redevance va au service public, ce qui lui assure quand même une base financière très solide, et où on rediscute les modalités des recettes sur les recettes publicitaires. Si vous voulez, il y a un modèle qui est un modèle pur, celui de la BBC. Oui. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus adaptés au marché suisse, mais il faut rediscuter de cela. Ça, on pourrait envisager ça? Non, mais je m'étonne d'un rédacteur en chef de 24 heures. Non, pas de 24 heures. De l'hebdo. Ah, de l'hebdo, vous dites oui, parce que Thierry Meyer a parlé. D'un rédacteur en chef qui est M. Jeanneret, d'oublier complètement les obligations de ce que j'appellerais la radio nationale, puisqu'on fait la critique finalement de la radio et télévision nationale. C'est d'informer, d'éduquer et de divertir. Cet après-midi, il y avait un match. Qui c'est qui diffuse les matchs? Qui c'est qui diffuse? C'est les chaînes publiques. Qui c'est qui fait l'animation? C'est aussi l'animateur public. Donc tout ce côté divertissement, ça ne peut passer que, bien sûr, si on a les ressources et les moyens nécessaires. Certains réclament à ce qu'on en fasse plus, par exemple, sur les diffusions du sport, d'accord? Et chaque fois que le chef du sport de la RTS vient et me dit « Écoutez, je n'ai pas les moyens pour diffuser, ça coûte trop cher », il a le droit à des réprimandes assez fortes d'une certaine partie de la population. Mais c'est le rôle du service public d'assurer un maximum de choses. Au niveau éducatif, c'est aussi des productions qui coûtent très cher. Aujourd'hui, ce n'est pas une obligation. Aujourd'hui, ce n'est pas une obligation. Je ne suis pas mauvais. Madame Romério, l'argent privé que vous avez, les 500 millions, c'est ça, de recettes publicitaires annuelles? 400 millions. 400 millions. 25% elles sont affectées pour quoi, en fait? Mais en fait, l'ensemble de notre budget est constitué de 75% de la redevance et de 25% de la publicité. Nous recevons ensuite, ça c'est la SSR au niveau national qui reçoit l'ensemble du budget. Et ensuite, chaque région, donc la RTS, reçoit proportionnellement plus d'argent que la population qu'elle représente. C'est-à-dire que nous recevons 33% du budget alors que nous ne représentons que 25%, pour faire un mandat qui est inscrit dans la loi, qui est de s'adresser à l'ensemble de la population. Mais le privé avec sert des à programmes. financer ça. Non, alors attendez, je termine juste et je vous explique après. L'ensemble de la population, nous devons faire des programmes complets pour l'ensemble de la population dans les 4 langues nationales et nous pour la Suisse francophone. Nous utilisons l'ensemble de ce budget pour faire ce mandat. Et pourquoi est-ce qu'en Suisse, il est important qu'on ait aussi de la publicité? Parce que le pays est minuscule. Quand je disais tout à l'heure qu'on représentait un quartier de la ville de Paris, ça veut dire que le poids de la redevance, proportionnellement à ce qu'on doit produire comme émission, et en étant au niveau national et international, eh bien ça coûte cher. Alors moi ce que je peux vous proposer... Et j'aimerais juste donner l'exemple de la BBC, parce que tout le monde le cite, mais je crois que personne n'est au courant de comment ça fonctionne le service public anglais. Le service public anglais, c'est la BBC et Channel 4. La BBC n'a pas de publicité, mais elle fait 20% d'affaires commerciales dans des journaux et des magazines. Et Channel 4 ne vit que grâce à 100% de publicité. C'est ça le service public. Alors moi, ce que je vous propose, Madame Romério, c'est finalement, ces 25%, on va enlever l'Eurovision, The Voice Switzerland et puis les séries américaines. Puis nous, on pourra peut-être avoir un petit peu plus de pub que maintenant. Non, mais excusez-moi. Qu'est-ce qu'est la MaGirl partie 2. Si vous étiez avec nous tout à l'heure, le débat était un peu chaud sur la redevance télé et la votation du 14 juin. Pour détendre un tout petit peu l'atmosphère, j'ai cru entendre qu'il y a une histoire de redevance quelque part dans le monde, mais c'est un tout petit peu spécial. Bonjour à tous et à toutes. Mon invité du jour est mon jeune voisin du dessus, très intimidé par la caméra. Et nous allons aborder ensemble la problématique de la redevance. Certaines critiques acerbes nous ayant par le passé reproché un manque de clarté dans nos sujets, nous allons vous présenter un reportage d'une limpidité, d'une intelligence
et d'un concret qui ne saurait absorber aucune critique. Bon, je n'ai plus de main. Et si, c'est parti. Télévision, radio, internet. Redevance. Nous l'avons vu, travailler pour un média qui ne perçoit pas l'argent de la redevance nous permet de créer des programmes originaux. Un commentaire? Merci. Et... à bientôt. Alors, Olivier Français a dû nous quitter, non pas parce qu'il était fâché, mais parce qu'il a dû rejoindre le conseil communal de la ville de Lausanne. Donc, on va continuer sans lui. Marion Romero, pardon, le contrôle de l'affectation de la redevance. Je vous propose peut-être de regarder rapidement quelques explications de Bertil Cottier à ce propos et on reviendra sur cette question. Finalement, celui qui paye, il aimerait savoir que j'ai payé, on va en faire une utilisation conforme à ce mandat culturel qui est en somme notre service public en Suisse. C'est très délicat. C'est très délicat parce qu'il y a un autre principe constitutionnel qui a été posé, c'est celui de l'autonomie du radiodiffuseur. C'est très important, on n'est pas en Corée du Nord où, disons, les moyens d'information sont ceux du gouvernement et sont, disons, asservis au gouvernement. Donc on veut vraiment séparer les choses, créer un mur de Berlin, pour prendre une vieille comparaison, et les choses. Ça, c'est le gouvernement, ça, c'est l'information. Et chacun fait son boulot. Donc, il y a ce principe d'autonomie qui veut qu'il n'y a pas d'instruction donnée par le gouvernement, quel qu'il soit, à tous les échelons, hein, ça peut être la commune comme le Conseil fédéral, sur le contenu des programmes. Mais si vous voulez quand même contrôler qu'est-ce qui est fait avec l'argent, vous devez quand même un peu regarder comment sont faits les programmes, vous poser des questions et peut-être avoir quelques voix critiques. On a introduit dans la nouvelle loi, celle de 2007, quand on a fait la révision totale de la loi RTV, cette possibilité d'avoir un certain contrôle qui s'exerce avec un certain doigté, notamment sur la SSR, sur l'usage qui est fait de cet argent, peut-être pour éviter, pas tellement que des sujets peut-être controversés soient abordés, mais surtout qu'on aborde peut-être ces sujets avec 30 journalistes, ce qui coûte cher. Donc la question du contrôle, comment ça se passe en pratique ? En fait, la partie financière, donc la gestion, elle est dévolue au département de l'environnement, des télécommunications, des transports et télécommunications. C'est le DTEC qui fait le contrôle de la gestion chaque année, etc. Du point de vue du programme, c'est l'Office fédéral de la communication qui, pendant toute l'année, fait des contrôles épisodiques et surprises, enfin sans avertir, et confie également des études à des universités suisses qui vérifient tel ou tel point du programme pour savoir si nous remplissons notre mandat. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons un budget pour remplir un mandat qui, lui, est inscrit dans la loi. Alors, comme on n'a plus qu'une minute encore de débat, Alain Janet, je vous donne encore la parole. Monsieur Mock aussi. Quel que soit le résultat de la votation, au moins on va discuter de la SSR qui est un mammouth qui a de la peine à se remettre en question, à se réformer, qui fait de bonnes émissions aussi, mais vraiment qui pêche par manque d'autocritique et puis qui a accumulé au fil des années les couches hiérarchiques. C'est un mammouth qui a un peu de la peine à avancer. Monsieur Mock, vous voulez rajouter encore quelque chose ? Oui, avec ce projet de loi, on donne les pleins pouvoirs au Conseil fédéral. Il promet une baisse à 400 francs de la redevance. On n'en sait rien. Ce sera déterminé dans une ordonnance. Et demain, en fonction des besoins financiers de la SSR, on pourra passer de 500 francs à 600 francs. Et le peuple n'aura pas son mot à dire. Donc, Madame Romero, je vous donne le mot de la fin.
Alors la SSR n'est pas un mammouth, nous n'avons pas arrêté de nous remettre en question. Au contraire, nous avons fusionné en 2010 avec la radio et la télévision, diminué nos frais d'administration et nous faisons des économies internes depuis cette année-là pour pouvoir produire au contraire plus de programmes à la destination de la population. Régime suisse. mammouth. Non, régime ceinture. Régime ceinture. Merci à vous tous. Alors, on va parler maintenant de culture. Allez, on va détendre encore l'atmosphère. Alors, Fred, de qui et avec qui allez-vous discuter à présent ? Alors, elle s'appelle Sarah Chardonnance. On prononce le S dans le sujet qui va venir. J'ai oublié le S. Paraît que c'est fribourgeois. Paraît qu'il faut le dire. Je me suis fait engueuler. La demoiselle est allée se promener en moto toute seule en Syrie, au Moyen-Orient. Elle va nous raconter tout ça. Elle l'a raconté dans un livre. Et avant qu'elle reparte, je ne sais où, on l'a capturée. Et puis, on va causer de ça ensemble. Parce qu'on bosse, puis on se fait attaquer, c'est compliqué, bien sûr. Sarah Chardonnant. La jeune femme, quand elle décide d'enfourcher une moto, ce n'est pas pour chanter les 60s avec une clope au bec. Elle, c'est en Syrie, notamment, avant les violences et la tristesse que la région subit aujourd'hui, qu'elle a défié le bitume et la caillasse au guidon d'une petite moto bien de là-bas. Sarah Sansonnan, c'est une voyageuse, une Bouvier au féminin qui, quand elle ne parcourt pas le globe pour des missions humanitaires, le fait pour elle. Et même si elle ne tient pas en place, elle a pris le temps de coucher son aventure sur papier, dans un livre. Son nom, Parfum de jasmin dans la nuit syrienne. On en a profité de la capturer sur le plateau avant qu'elle ne reparte sur les routes du Moyen-Orient. Alors on retient beaucoup plus facilement ce que vous avez écrit et vécu que votre nom. Chardonnant, c'est fribourgeois, Fred Vallet. Voilà. Et vous êtes là, vous êtes vivante. Oui, tout à fait. Ça veut dire que ça s'est bien passé. Et à la lecture de ce livre, on réalise que ça s'est globalement très bien passé. Oui, écoutez, ce voyage a été effectué en 2010-2011, où je travaillais à l'époque pour la DDC, donc le département développement et coopération suisse. Et j'ai profité pour acheter une petite moto dans le désert syrien, qui est la ville de Raqqa, qui est aujourd'hui malheureusement la capitale de l'État islamique en Irak et au Levant. J'ai parcouru près de 6000 km à travers la Syrie, la Turquie, la Grèce, l'Italie et la Suisse. Ça m'a pris une vingtaine de jours et je suis revenue dans nos contrées lémaniques. Qu'est-ce qui vous a pris ? Écoutez, l'envie d'aller à la rencontre de la population, l'envie de connaître ce pays que je ne connaissais absolument pas. On ne le fait pas assez dans une mission, on a besoin d'y aller seul. On le fait dans une mission, mais c'est différent. C'est différent. Là, vraiment, moi je suis une femme de terrain et j'aime beaucoup aller directement au contact de la population. J'ai rencontré des Bédouins à des resorts, à Raqqa, à Palmyre. Et donc pour moi, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Ce sont des gens qui m'ont toujours accueilli, qui m'ont ouvert la porte de chez eux, soulevé le pont de leur tente. Et pour moi, ce sont vraiment des souvenirs mémorables. C'est pour ça que j'ai voulu également les relater à l'intérieur de ce livre. Et en fait, qu'on aille à la rencontre de la population, c'est bien. Qu'est-ce qui fait qu'on va acheter une petite moto ? Vous faisiez de la moto, vous, à l'époque, déjà ? Non, alors absolument pas. Alors moi, je ne suis pas une motarde, je ne suis absolument pas intéressée par tout ce qui est mécanique, motorisé. La moto, c'était avant tout un prétexte. Voilà, je me rappelle très bien, début 2011, lorsque j'ai pris le bus entre Damas et Alep, j'ai vu une multitude de petites motos qui allaient et qui venaient à contresens sur l'autoroute. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Moi-même étant une ancienne cavalière, je sais vraiment que c'est une sorte, la liberté, de passeport. On voit qu'il y a plein de petites motos comme ça. Est-ce que c'est quelque part pour se faire accepter ? C'est-à-dire qu'on va utiliser un petit peu le moyen de transport de presque tout le monde pour pouvoir aller à la rencontre un peu plus facilement ? Est-ce que c'est une sorte À l'époque, non, parce que c'était une sensation de liberté avant tout. Alors voilà, je me suis, vu, comme je l'ai dit, que j'étais une ancienne cavalière, ça se rapprochait assez du cheval. La moto, vous êtes sur une selle, quand même, c'est une selle motorisée, mais c'est une selle quand même. Et c'est ce sentiment de liberté qui s'est ensuite permuté en sentiment de résistance, parce qu'en 2013-2014, j'étais en Irak, je rentre d'Erbil où j'ai passé 2 années, et là-bas, j'ai également racheté de nouveau, j'ai récidivé, j'ai de nouveau acheté une petite moto, et je roulais dans les rues d'Erbil. Et alors à ce moment-là, quand vous aviez au mois d'août 2014 Daesh, qui était à une trentaine de kilomètres de la capitale du Kurdistan irakien, de Erbil, ça s'est permuté en acte de résistance. Parce qu'une femme qui roule sans casque, les cheveux au vent... Justement, en fait, vous n'êtes jamais fait emmerder avec ça ? Absolument pas. Alors c'était vraiment, mes collègues masculins surtout, avaient vraiment peur que je me fasse harceler. Mais au contraire, j'ai toujours reçu de l'encouragement des locaux qui me faisaient comme ça avec le pouce, qui m'encourageaient. Donc
Oui, l'impression d'amener une sorte de vent de résistance à mon niveau, qui est très bas, mais c'est toujours mieux que rien. Alors avoir envie de le vivre, c'est bien. Qu'est-ce qui fait, c'est quoi le déclic pour vouloir l'écrire? Parce que vous l'avez écrit quelques années après, quelques temps après. Tout à fait. Vous avez commencé à l'écrire en Irak, il me semble, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de le coucher, et de le publier, c'est-à-dire de le montrer aux autres? Alors, comme vous l'avez dit, je l'ai écrit en Irak, j'étais à Bagdad en 2013, c'était la commémoration des 10 ans de la destitution de Saddam Hussein. Et au fait, ça m'a fait un choc parce qu'il y a 10 ans en arrière, en 2003, j'avais 17 ans, j'étais étudiante de gymnase du Burier. Et là, de me retrouver dans un container alors que Bagdad avait été la cible de 32 attentats ce jour-là, ça m'a fait vraiment un déclic. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Et c'est ça qui m'a poussée réellement à coucher ce que j'avais vécu ces 10 dernières années dans un livre. Et c'est également, si je puis me permettre, c'est également un témoignage. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la Syrie et du Moyen-Orient dans les médias, et à juste titre, je ne suis pas là pour minimiser, mais on a en vision des morts, on a en vision Daesh, on a en vision des terroristes. La Syrie, voilà, c'est 250 000 morts, c'est 4 millions de réfugiés. Mais c'est aussi, je voulais témoigner de ce que j'avais vécu, de la Syrie que j'ai connue. Du coup, vous réalisez que vous avez fait quelque part une sorte de témoignage d'une époque qui n'existe plus, qui va peut-être revenir, mais qui n'existe plus. Comment est-ce que vous ressentez la chose, vous qui avez vécu ça de près? Comment on se sent aujourd'hui? On se sent impuissante parce que, évidemment, c'est la population syrienne et la population du Moyen-Orient qui est la première victime de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que, oui, on se sent impuissante, oui. Il y a, comme je l'ai dit, plus de 250 000 morts aujourd'hui en Syrie, 4 millions de réfugiés, plus de 50% du patrimoine culturel syrien qui a été détruit complètement ou partiellement. Et à travers ce livre, je voulais donner une autre image de la Syrie, parce que la Syrie, c'est le Moyen-Orient, mais la Syrie et le Moyen-Orient, c'est aussi Kalsoum, c'est Férouz, c'est Mahmoud Darwish, c'est une culture millénaire, et ça, malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à l'oublier. Très rapidement, en une phrase, est-ce qu'on se sent écrivain parce qu'on raconte une aventure qu'on a vécue? Est-ce qu'on se sent écrivain? Non, moi, je suis avant tout une travailleuse humanitaire, je suis une épicurienne de la vie, et si j'ai pu partager un tout petit peu le bonheur que j'ai eu de vivre et de travailler au Moyen-Orient, c'est ça pour moi le plus important. Mais je ne suis pas une écrivain, je suis une passeuse. Voilà, une passeuse d'émotions. J'espère l'être. Merci beaucoup. Merci à vous. Et grâce à Dieu, Quentin Mouron écrit ses chroniques depuis le canton de Vaud, et c'est pour ça qu'il est là 3 fois par semaine, et il est au pied de la lettre. Chers Lausannois, jeudi dernier a eu lieu le Food Truck Festival. C'est-à-dire qu'une poignée de camionnettes ont stationné place de la Riponne pour proposer, à vendre bien entendu, des plats cuisinés à l'emporter. Tant mieux. Vous étiez des centaines, chers Lausannois, à vous masser à cet événement de taille, à cet événement culturel qui avait la dignité d'un événement culturel. Et pourtant, il s'agissait, au bout d'une heure d'attente, 1h30 parfois, de se procurer un pauvre brocoli cuit, un riz tiède, un burger moelleux. Il semble en fait qu'on puisse vendre n'importe quelle connerie sitôt qu'on lui a accolé le substantif festival. Sur le même modèle, nous pourrions imaginer un Fistfuck Festival, ce qui détendrait les corps et les esprits. On pourrait imaginer un festival des éboueurs. Lausanne en aurait bien besoin. Un festival de vente de cocaïne, ce qui varierait de la rue de Bourg ou de Chaudron. Un festival de la torgnole, qui permettrait aux maris violents de se rencontrer, de sortir enfin en pleine lumière, de se frapper fièrement et de se voir propulsé à la dignité d'acteurs culturels. En fait, on peut tout imaginer, vous pouvez tout imaginer, chers Lausannois, sitôt que vous avez décidé de vous en remettre aux autorités de la ville. Comme le disait une internaute, il faut rester ouvert et se laisser surprendre. Quant à vous, chers Lausannois, vous n'aurez jamais fini de me surprendre. Bon appétit. On arrive au terme de cette émission. Alors, le débat peut continuer. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, nous avons encore d'autres sujets que nous n'avons malheureusement pas pu passer parce que la discussion est dense. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.bcurioustv.com et voir notamment les sujets qui ont été réalisés par Tuana Tuxes, que je remercie ce soir et qui a passé beaucoup de temps à monter ces sujets. Et je vous remercie également d'être venu jusqu'ici, à Prévrange, nous rendre visite. Et on espère vous revoir très bientôt sur le plateau pour discuter d'autres choses. Bonne suite de programme et à jeudi, Fred. Au revoir.